Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech que vous regardez sur Bismart à 11h en direct chaque matin. Aujourd'hui, je voudrais commencer par la naissance d'une nouvelle coalition internationale qui vise à protéger les cyberchercheurs. L'annonce est tombée hier soir, tardivement, dans la soirée. On va en parler avec Jean-Christophe Letoquin du Cyber Security Advisor Network qui est à l'origine de la création de cette coalition. Pourquoi protéger les cyberchercheurs? Parce que ceux qui cherchent les failles aujourd'hui ne sont pas forcément protégés. Ensuite, au cœur de cette émission, on parlera de sûreté industrielle. Quand la cybersécurité doit s'intéresser à l'industrie 4.0, eh bien, cela pose de nouveaux enjeux, de nouvelles questions à soulever. On en parle avec des spécialistes, tout ça dans un contexte où l'Elysée va annoncer un plan de 30 milliards pour l'industrie du futur. Et puis, on retrouvera notre rendez-vous sur la protection des données personnelles. On parlera là aussi des objets connectés, non pas au niveau industriel, mais ceux qu'on achète dans le commerce. Et on conclura par un nouveau bond de l'intelligence artificielle avec Dolly, qui est un programme capable de réaliser des images simplement à partir de descriptions textuelles. Mais tout de suite, donc place à l'interview. Alors, on l'a appris tard dans la soirée, le Cyber Security Advisor Network, SCIAN, une association mondiale à but non lucratif qui est basée à Paris et qui représente les professionnels de la cybersécurité dans 22 pays, a annoncé la création d'une coalition internationale pour garantir des protections juridiques aux chercheurs en cybersécurité dont le travail permet de découvrir des failles informatiques. Et en particulier, on parle de failles zero day, donc qui n'avaient été jamais identifiées jusqu'ici. Travail ô combien majeur. Bonjour Jean-Christophe Letoquin. Et donc vous dites travail qu'il faut absolument protéger. Pourquoi? Quel est le point de départ de cette coalition? Alors effectivement, on a été, nous, approchés par un chercheur de Zero Day qui est, dit-il, bien payé par son employeur pour trouver des failles. Et ensuite, ces failles sont revendues à des clients. Et ce chercheur nous disait que lui-même avait progressivement arrêté de participer au travail collaboratif en matière de recherche de failles, puisqu'avant, il avait l'habitude de partager des failles qu'il annonçait aux éditeurs pour que ces éditeurs ensuite mettent les mesures de protection et corrigent les failles. Et en fait, à force d'être, je dirais, harcelé, menacé, il a arrêté. Et en fait, il nous disait que l'ensemble de ces, je dirais, chercheurs autour de lui adoptaient la même mesure. Et donc, c'était un peu un signal d'alerte pour dire le monde de l'Internet devient fragile, puisque en fait, tous les gens, je dirais, intelligents, malins, qui savent trouver des failles de vulnérabilité, ne sont plus encouragés et même sont découragés de collaborer à la protection collective. Alors ces failles zero day, elles sont donc très compliquées à détecter, puisqu'on ne les a jamais identifiées jusque-là. Ça requiert donc des compétences que j'imagine très pointues et donc rares. Et elles sont aussi très dangereuses, puisqu'on n'a aucune protection, aucune correction qui a été mise en place. Vous dites que ces chercheurs de failles, aujourd'hui, sont menacés dans un contexte d'insécurité. Qui les menace? Quel est le danger? Alors aujourd'hui, la menace principale pour eux, c'est quand ils vont vers l'éditeur ou vers la société qui utilise ce logiciel, on leur dit en gros de ne pas en parler. Et donc, typiquement, l'argument, c'est de dire vous n'avez pas le droit de communiquer sur nos failles, il y a une protection de la propriété intellectuelle ou autre menace de ce genre-là. Ça peut aller à des, je dirais, à avoir son domicile ou ses bureaux fouillés par la police. C'est arrivé en Argentine, aux États-Unis, il y a un certain nombre de cas. Ça peut aller à l'arrestation aussi. Alors, il n'y a pas de prison, personne n'a été emprisonné à ce stade pour ces failles, mais c'est suffisamment décourageant. Qu'on soit une entreprise, on cherche à faire du profit, on n'est pas là pour, je dirais, sauver le monde. Et si on est individuel, on est encore plus fragile. On peut faire le parallèle avec le lanceur d'alerte, finalement. Tout à fait. Alors c'est une excellente analogie. En fait, aujourd'hui, on s'est rendu compte, notamment aux États-Unis, qu'il fallait protéger les gens courageux qui révélaient des choses, certes embêtantes pour les entreprises qui se livraient à des pratiques pas suffisamment fiables ou sûres, et qu'il fallait donc les protéger. Il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui pour ces chercheurs de failles qui sont une communauté assez, on va dire, underground ou souterraine. Et donc, c'est des gens très techniques. Ils ne sont pas habitués à la lumière. Ils n'ont pas du tout envie d'aller dans la lumière.
et ils ne sont pas protégés. Donc, à la fin, on arrive à une situation, je dirais, de plus grande fragilité. Ça veut dire qu'il n'existe aucun cadre légal aujourd'hui qui définit comment ils doivent travailler, ce qu'ils ont le droit de faire pour aller chercher ces failles, aller essayer d'en détecter des nouvelles? Il n'y a pas de protection, non, à travers le monde, c'est très faible, très marginal. L'argument, je dirais, aujourd'hui, le plus utilisé, c'est par les éditeurs qui ne veulent pas, je dirais, corriger leurs failles, c'est l'argument de la protection du code source, des éléments de copie d'écran, etc. Et donc ça, c'est difficile pour un technicien qui n'est pas juriste de savoir est-ce que c'est de l'intimidation ou est-ce qu'il y a vraiment une protection. Et donc, quand on n'est pas très compétent sur le domaine juridique parce qu'on est un chercheur, on arrête de se prendre pour le chevalier blanc. Une des difficultés, c'est de faire la différence entre le chercheur de bonne foi, comme vous l'appelez d'ailleurs dans votre communiqué signant la création de cette coalition internationale, et le pirate finalement. Voilà. Alors ça, évidemment, et c'est le problème clé, c'est qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour n'importe qui, pour n'importe quelle aussi autorité, agence, État, de différencier le bon hacker du mauvais. Vous pouvez être les deux à la fois. Vous pouvez faire des erreurs aussi d'appréciation à un moment de votre carrière, dans votre vie. Et donc, par rapport à ces difficultés, justement, les États avaient décidé, un peu grosso modo, de ne pas protéger ces chercheurs, puisque dans l'ensemble, comme on ne sait pas dire qui est manipulé par qui manipule qui, on va tous les considérer comme suspects et on ne va pas trop les aider. Ce qui met en danger aujourd'hui la sécurité d'Internet, clairement. Voilà. Aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'il y a de moins en moins, je dirais, de motivation des chercheurs de bonne foi de révéler les failles pour qu'elles soient corrigées. Et le marché, lui, de l'achat des failles pour des raisons pas forcément très propres ou très éthiques, ce marché, lui, est objectivement en croissance, surtout en dehors de l'Europe. Et du coup, ça crée aussi une fragilité systémique pour l'Europe en particulier. Et qu'est-ce qui pourrait faire bouger les législations? Là, vous créez cette coalition. Quelle est la proposition? Alors, il faut bien comprendre que dans ce domaine, les gens les plus publics sont les gens les moins influents. Donc, si moi je suis sur ce plateau-là, c'est que j'ai peu d'influence. En revanche... Vous avez quand même des signataires voilà. qui ont un certain poids. On a des signataires de poids, ça c'est la grande nouveauté. On a un diplomate de haut rang américain. On a l'ancien directeur de l'agence de cybersécurité anglaise, l'équivalent de notre Guillaume Poupard français. On a des chercheurs aussi, des gens qui militent sur des projets collaboratifs. Donc, on a des gens de haut niveau. Ces gens-là, eux-mêmes, ne sont pas les plus influents. Par contre, certainement que ce cyberdiplomate, que cet ancien directeur de l'agence anglaise, eux, ils ont accès à des gens auxquels moi je n'ai pas accès, que notre association n'a pas accès, et qui, eux, commencent à prendre conscience de la difficulté. Et donc, il n'y a certainement pas un hasard. Si aujourd'hui nous avons le soutien de ces personnalités, c'est aussi qu'une prise de conscience se développe dans les couches profondes des États. Quand on entend les éditeurs aussi, que je reçois régulièrement en plateau pour parler de cybersécurité, ils ont cette inquiétude également d'une faille 0 day, donc une nouvelle faille qui sera révélée avant même qu'ils n'aient pu la corriger. Ils disent mais ça peut aussi nous mettre en danger. Non, ça c'est tout à fait légitime comme point, hein, ils ont bien raison de le dire. Il y a des programmes, je dirais, qui sont organisés. Hein. Maintenant, il y a des programmes, je dirais, développés par la communauté, hein, comme le projet Disclose.io, qui est un programme qui organise la révélation de manière responsable. Donc nous ne cherchons pas à protéger les gens irresponsables ou les gens de mauvaise foi. Nous disons qu'il faut protéger ceux qui dévoilent les failles de manière responsable, donc de manière à ne pas, je dirais, mettre en danger les éditeurs ou leurs utilisateurs. Bon, et tout ça dans un contexte où on constate une pénurie croissante de talents, et notamment avec des enjeux de cybersécurité de plus en plus importants. Donc sécuriser ces chercheurs et leurs compétences, ça semble effectivement majeur. Et c'est pour cela qu'on voulait ouvrir cette édition avec cette annonce. Merci beaucoup. Merci bien. Jean-Christophe Le Toquin, président donc, du Cyber Security Advisors Network, SCIAN. C'est l'heure de notre talk. On va continuer en matière de sécurité. Cette fois, on va s'intéresser à la cybersécurité dans le champ industriel, autrement dit à la sûreté. Alors l'actualité, c'est évidemment un plan d'investissement qui doit être annoncé par les lycées, qui va toucher plusieurs secteurs industriels. Très bien, l'industrie 4.0 qui émerge, mais comment va-t-on sécuriser ces nouveaux gros objets connectés, puisque finalement l'usine va devenir un objet connecté, les navires, les écluses, je ne sais quoi, enfin tous ces objets industriels, aujourd'hui, on se pose la question de leur sécurité, parce que
c'est pas forcément quelque chose de naturel. On en parle avec mes invités. Pierre Vandeneuve, vous accompagnez les industriels justement dans leur transformation numérique. Vous êtes PDG de DV Group, un des acteurs majeurs de l'industrie 4.0. Vous êtes leader européen en ingénierie, maintenance, contrôle. C'est une grosse industrie vous-même. Vous employez 250 collaborateurs dans 20 agences en Europe. Vous développez des solutions qui sont dédiées aux enjeux économiques, sociétaux, environnementaux. Donc vous connaissez bien le sujet. Faïs Djelouli, également un expert, président cofondateur de Holiseum, qui est une société de conseil, de services, formation en cybersécurité, spécialiste des infrastructures critiques et industrielles. Et d'ailleurs, je souligne que vous venez de remporter le premier prix de l'innovation à la Cyber Night pour votre tir à blanc de ransomware, qu'on avait présenté d'ailleurs dans Smartech, qui permet de tester en conditions réelles le niveau de résilience d'un système d'information face aux risques du rançongiciel. Alors, ma première question est valable pour tous les deux d'ailleurs. Quels sont, si vous pouviez les décrire, les grands enjeux de la cybersécurité à l'heure de l'industrie 4.0 ? Je vais vous répondre. Merci déjà de nous donner la parole et puis de nous convier ensemble sur ce sujet. Donc les enjeux, déjà, il faut les comprendre au niveau du monde de l'industrie. L'industrie aujourd'hui, comme vous le disiez, a à répondre à 3 enjeux majeurs: économiques, environnementaux et puis évidemment sociétaux. Et donc pour répondre à ces enjeux, l'industrie aujourd'hui s'oriente, s'implique énormément dans une transformation de son industrie, de ses usines, de son process, et intègre évidemment de plus en plus de technologies. Intégrant de plus en plus de technologies et de technologies connectées, évidemment, on se retrouve dans un environnement de plus en plus ouvert qui nous amène à avoir une vraie problématique de sécurité. Si ces enjeux industriels peuvent être pris en compte et si évidemment nos clients, dans leur démarche intégrant de la technologie, veulent réussir, il faut impérativement que cet écosystème, l'ensemble des opérateurs et l'ensemble évidemment des données soient sécurisés, d'où la problématique évidemment l'engagement fort sur la sécurité, la cybersécurité de ces données. Mais j'allais dire, en quoi est-ce différent de la cybersécurité dans d'autres secteurs ? Alors, c'est pas différent dans les faits. Seulement, aujourd'hui, le monde de l'outil, c'est comme ça qu'on le qualifie, et évidemment, il a pour objectif... Donc, on oppose, enfin, on différencie d'un côté l'IT, donc les systèmes d'information, et de l'autre côté l'OT, donc c'est les technologies opérationnelles. Ouais, exactement. Donc, on va dire l'industrie classique, productive. Jusqu'alors, elle était assez peu concernée par ces problématiques de connexion et d'ouverture sur l'extérieur, pour différentes raisons, parce qu'elle était très fermée, elle fonctionnait avec des outils qui étaient relativement stables, construits, bâtis sur une durée de vie quand même qui était conséquente, et donc dans les faits, ils n'avaient pas beaucoup cette problématique et ils ne l'avaient pas intégrée. Les industriels sont très concernés par la protection des personnes, ça c'est très important pour eux, évidemment, la protection de leur process, leur modèle économique et évidemment produire. Et donc la notion de sécurité et de phénomènes pouvant venir de l'extérieur ne se présentait pas vraiment à eux. Ça veut dire que le responsable sécurité de l'OT, on n'a pas forcément les mêmes compétences que le responsable sécurité de l'IT. Voire, cette compétence aujourd'hui n'est pas présente, c'est ça, dans l'industrie ? Aujourd'hui, et je pense que c'est le bon sens de l'histoire, c'est que l'on tend à faire en sorte que la cybersécurité soit transverse à l'ensemble des processus de l'entreprise, qu'elles impliquent d'ailleurs des systèmes IT, OT, IoT, systèmes de sûreté aussi, gestion technique du bâtiment, etc., etc. Donc tout simplement parce que les cyberattaquants, à partir du moment où ils ont visé une victime, ils vont faire fi de ces barrières interdisciplinaires que nous nous efforçons un petit peu de respecter. Donc autant, effectivement, la gouvernance sur les actifs eux-mêmes, donc les actifs OT, doivent rester au niveau des directions techniques parce qu'elles sont... l'OT est enquisté dans le procédé industriel. Il est impossible de le dissocier. Autant, de l'autre côté, la cybersécurité qui touche ces systèmes OT, elle doit se concevoir de manière transverse. Et donc forcément, ça va rajouter un certain nombre de spécialités au monde de la cybersécurité. Et cela, rien qu'en soi, représente un enjeu formidable. Aujourd'hui, plus personne ne... Je parlais tout à l'heure d'un manque de compétences en cybersécurité. Mais alors là, on crée en plus un nouveau besoin, une nouvelle compétence en cybersécurité. C'est la cybersécurité appliquée à l'OT, donc aux objets industriels. Bien sûr, parce que il y a des différences fondamentales entre l'IT et l'OT.
Si je prends par exemple le cycle de vie d'un système OT est beaucoup plus long par rapport à un système de vie IT. Et dès lors que l'on sait que l'OT emprunte des technologies au monde de l'IT, eh bien, cela pose naturellement des problèmes d'obsolescence. Donc l'obsolescence, là où c'est un gros mot dans le monde de l'IT, eh bien, dans le monde de l'OT, c'est quelque chose de consubstantiel parce que ce n'est pas réaliste de devoir changer des systèmes qui coûtent des millions d'euros tous les 2 ou 3 ans si on veut rester compétitif. On est sur quoi? Sur une dizaine d'années? Oui, tout à fait. C'est ça, donc 10, il faut 15 trouver ans. des outils de résilience pour des objets qui vont rester là au moins 10 ans, Voilà, exactement. voire plus. Est-ce qu'il y a des menaces spécifiques aujourd'hui qui pèsent sur ces systèmes industriels? Eh bien, aujourd'hui, Ou est-ce que finalement on retrouve la même chose que dans les autres secteurs? quand on examine par exemple le secteur maritime, depuis les 3 dernières années, plus de 50% des cyberattaques ont concerné des rançongiciels. D'accord. En fait, l'année zéro... Par exemple des rançongiciels. Par exemple, CMA-CGM récemment a été attaqué par un rançongiciel, fort heureusement sans grandes conséquences, ce qui n'était pas le cas de Maersk, par exemple. Donc Maersk qui a 18% du marché mondial du fret maritime, du transport de conteneurs. En 2017, Maersk a été presque complètement anéanti, heureusement, puisque 17 ports ont été complètement paralysés du fait d'un virus qui s'appelle NotPetya. C'est même pas un rançongiciel à proprement parler, c'est-à-dire qu'il utilise les mêmes techniques utilisées par les rançongiciels, mais pas la finalité mercantile, puisqu'il s'agit beaucoup plus d'une arme de guerre, dans la mesure où il ne demande pas de rançon. Parce que vous parlez de NotPetya, on peut citer WannaCry aussi, ça ne sont pas des menaces nouvelles? Non, on est bien d'accord, ce ne sont pas nouvelles. Et vu de l'industrie, en fait, on commence seulement à se sentir concerné par ces menaces, en fait, oui. Comme vous l'évoquiez, évidemment. Aujourd'hui, les menaces, elles ont surtout touché des grands noms, en fait, et puis aussi, ça a été des guerres d'État par ailleurs. Aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, cette menace, elle descend dans les industries plus classiques, et elle peut toucher des process qui, évidemment, sont aussi tout aussi critiques. Donc, il faut évidemment être capable de les intégrer. Par rapport à ce que disait monsieur, ce qui est aussi important, c'est de comprendre qu'il y a besoin d'évoluer dans les compétences, dans les savoirs. Il y a aussi besoin de partager beaucoup entre deux mondes, parce que le monde IT existe aujourd'hui chez les industriels. Ils ont besoin de gérer leur gestion de production, ils ont des ERP, enfin tout ça, ça existe évidemment. Comme vous le disiez, c'est deux mondes qui fonctionnent en parallèle, et il sera certainement très important dans l'avenir. C'est encore quelque chose qui est en construction, il faut bien le penser comme tel, parce que comme vous le disiez, les hommes, comme les machines, évoluent assez lentement dans le monde de l'OT. C'est un monde qui est stable, efficace, mais posé, on va dire, comme ça. Donc ces deux mondes vont collaborer, apprendre à travailler ensemble, bien comprendre entre guillemets les problématiques des uns et des autres. Pour les gens de l'IT, c'est bien comprendre que quand on s'adresse à l'OT, on s'adresse à des enjeux de production avec des machines complexes qu'on ne peut pas arrêter comme l'on veut, donc qui demandent évidemment à être intégrés en termes de process et de procédures. Puis quand on prend les gens de l'OT, ils doivent comprendre qu'ils doivent adopter les process et les bonnes pratiques du monde d'IT, notamment dans la protection, dans la structuration des accès, par exemple, à leurs outils, tout ça qui n'existe assez peu aujourd'hui et qui va permettre de rentrer dans un modèle de protection beaucoup plus fort. Évidemment, il y aura aussi de la technologie intégrée, ça sera très important, mais je pense que l'humain est fondamental et évidemment, c'est de la compétence, mais aussi c'est des changements d'usage, des changements de comportement qui sont importants. Là, donc, le plan à 30 milliards d'euros a été annoncé par Emmanuel Macron pour cette industrie du futur. Ça veut dire que ça va quand même s'accélérer considérablement. Est-ce qu'on doit redouter le pire quand on voit aussi la croissance, la menace de la cyberattaque? Aujourd'hui, moi je dirais que si on fait de la security by design, l'on parviendra à ne pas renier le progrès qui est nécessaire parce qu'il est générateur de profits, de nouveaux business, tout en assurant qu'il n'y ait pas de recul en matière de cybersécurité. Donc la cybersécurité, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, nous sommes rentrés dans une ère de digitalisation dont les préceptes qui visent notamment à améliorer la performance industrielle impliquent désormais plus d'interconnexion, plus d'échanges de données, plus d'accessibilité, soit autant de vecteurs contribuant à exposer plus nettement les organisations aux cybermenaces si celles-ci ne sont pas traitées correctement avec des techniques que nous savons réaliser aujourd'hui. Alors, on voit bien, donc on a ces deux mondes de l'IT et de l'OT qui vont devoir se parler, collaborer, travailler ensemble. Quelles sont les principales difficultés que vous voyez déjà aujourd'hui? Pour faire travailler ces deux mondes ? Oui.
pour qu'il y ait une vraie coordination et collaboration entre les deux. J'ai évoqué l'humain, évidemment, les usages. Je vais prendre un sujet qui va permettre aussi de rebondir sur ce que vous disiez. Il ne faut pas craindre évidemment l'évolution, la technologie d'intégration et les gros projets industriels aujourd'hui, la volonté de la France, de l'Europe, de réindustrialiser et d'avoir des projets d'avenir, c'est vraiment très très bien. On est très très heureux de tout ça. Je pense nouvelle, tout à fait, on est bien d'accord. Et il est très satisfaisant que l'industrie reprenne des couleurs et soit à nouveau un étendard que l'on veuille porter. Et donc il ne faut surtout pas craindre ça. Et évidemment, les évolutions technologiques, elles sont conceptuelles à l'évolution de l'homme et évidemment, elles sont intéressantes. Qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre? Évidemment, donc changer les usages dont je vous parlais. Et puis, par exemple, je vais prendre un usage qui est habituel dans le monde de l'OT et qui est impensable dans le monde de l'IT, c'est la clé USB. Si vous prenez une clé USB, un intervenant qui va se connecter sur des automatismes, sur un process industriel, va faire des modifications, va intervenir assez facilement sans qu'on ait vraiment vérifié avec quoi il intervient en termes de PC, en termes de support informatique pour se connecter. Des fichiers, des sauvegardes, des choses comme ça vont pouvoir être faites sur des clés USB relativement neutres, on peut le penser comme tel en tous les cas, mais elles vont être échangées, elles vont être laissées chez le client industriel et le jour où on aura besoin de faire évoluer le process, ces clés vont venir. Là, la technologie, par exemple la transformation de l'industrie avec le monde du cloud, peut apporter des réponses très efficaces parce que plutôt que de passer par des supports mobiles non protégés, pas du tout contrôlés, avec des process dont on ne sait pas qui se connecte, qu'est-ce qu'il a fait exactement, enfin, vous voyez, beaucoup de risques, à travers des processus intégrés au cloud, on va pouvoir sauvegarder, avoir des backups beaucoup plus structurés, mieux réfléchis, des process mieux établis. Et puis évidemment, on va pouvoir de ce fait intégrer aussi beaucoup plus facilement des logiciels qui vont gérer la sélectivité, la structuration des gens qui se connectent, pourquoi, avec quel droit. Enfin, en fait, on va retravailler cette partie-là. Donc la technologie est une partie de la réponse aussi, c'est-à-dire elle est un des problèmes, mais elle est une partie de la réponse dans un monde qui, de toute façon, se doit de se connecter, doit être plus ouvert, plus collaboratif. C'est l'attente de tous. Donc c'est ce à quoi nous, en tant qu'industriels, et nous, en tant que fournisseurs de nos clients industriels, on s'emploie à répondre avec évidemment l'intégration de solutions efficaces, pérennes et évidemment assurant une sécurité forte. Alors j'allais dire, de toute façon, ils vont forcément devoir s'y intéresser si les menaces se font de plus en plus pressantes. Et de diverses natures d'ailleurs. Très souvent, lorsqu'on observe la plupart des cybermenaces, des cyberattaques qui réussissent, elles impliquent l'utilisation ou l'exploitation de failles de sécurité multifactorielles, donc des failles humaines, des failles physiques, des failles organisationnelles et bien entendu des failles technologiques. Et cela force obligatoirement les acteurs de la sécurité à devoir emprunter et endosser une approche holistique de la cybersécurité, inclusive. Qu'est-ce que ça veut dire une approche holistique? Eh bien, nous, on en a une définition qui nous est propre, mais on peut imaginer plusieurs. Donc, d'abord, la première, c'est de couvrir l'ensemble de la chaîne de la valeur, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de discontinuité opérationnelle. Ensuite, il faut intégrer les disciplines voisines, de sorte à ce que la partie sûreté, par exemple, la partie sûreté des procédés, sûreté au sens sécurité physique, la partie également intelligence économique, qui n'est pas étrangère au monde de la cybersécurité, doivent être harmonieusement traitées, et aussi travailler en écosystème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne ne peut dire « moi j'ai mes propres risques et puis elles ne concernent que moi ». Aujourd'hui, nous baignons tous dans un écosystème d'acteurs interdépendants. On pense aux sous-traitants, par exemple, dans l'automobile. Bien sûr. L'affaire SolarWinds, d'ailleurs, est une affaire extrêmement emblématique de la dépendance du niveau de cybersécurité d'une organisation donnée à celui de son fournisseur. Mais je rejoins mon camarade sur l'aspect culturel. Aujourd'hui, effectivement, il y a un enjeu culturel. Il faut que les gens de la cybersécurité puissent intégrer les codes du monde industriel si l'on veut que le remède ne soit pas pire, en quelque sorte, que le mal. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il y a une démarche dans les deux sens. À accomplir. Dans les deux sens. Moi, je dirais. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir évolué un peu dans tous ces mondes-là. Le monde industriel également doit prendre conscience. Bon, il y a quasiment plus personne aujourd'hui qui nie l'existence de cybermenaces sur le monde industriel. Mais après, de là à être prêt à prendre les mesures adéquates, on en est où sur la maturité justement des responsables de l'OT par rapport aux menaces sur l'IT? Alors, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. C'est d'ailleurs tout l'objet de nos débats aujourd'hui et de l'approche de nos clients. L'industrie 4.0, comme elle a été énoncée, ou l'industrie, la rénovation de l'industrie, la révolution même pour certains, a amené évidemment tous ces débats déjà depuis quelques années. Donc, je pense qu'arrivé aujourd'hui, 2021, nos clients ont bien intégré cette partie-là. Évidemment, ils doivent le faire avec un certain rythme. Ils attendent évidemment que leurs investissements assurent un certain ROI. C'est pas toujours facile à trouver. Quand on parle de sécurité, on parle de risque. Donc,
qu'on a vu, ça doit coûter un petit peu d'argent. Bien sûr. C'est un certain Je crains qui effectivement s'ajoute. de ne pas forcément vous suivre partout, parce que nous, quand on réalise des audits de cybersécurité, on se rend compte que bien souvent, malheureusement, la sécurité n'est introduite qu'à la fin du processus et qu'il y a des choix d'architecture fondamentale qui contraignent finalement à devoir avoir une sécurité qui va justement coûter beaucoup plus cher after design que si elle était prise by design. Oui, mais dans l'industrie, il y a déjà énormément de choses qui sont en place. Oui, alors justement, quand même, pour compléter, beaucoup de choses sont en place, mais oui, voyez, on partage quand même un certain nombre de vues avec des compléments. Si vous prenez par exemple aujourd'hui, pourquoi je dis que c'est quand même, les acteurs ont pris en compte cette problématique et l'intègrent, c'est qu'aujourd'hui, vous avez Siemens a annoncé un partenariat important avec Orange. Ce deux mondes qui sont évidemment assez étrangers au départ, hein, même si évidemment chacun converge vers l'autre, et donc on voit qu'il y a cette association qui se met en place parce que justement il y a besoin, comme vous le disiez, dès le départ, dès la conception du projet, de bien designer la solution. Si évidemment on la traite qu'à la fin, ça, quel que soit le sujet, évidemment il y a de fortes chances que ça soit mal construit, donc difficile vraiment réglé. Mais ceci dit, évidemment, il reste quand même pour l'industriel toujours une problématique d'investissement, de ROI. Évidemment, les plans de relance qui sont annoncés sont des facteurs qui boostent la démarche industrielle. Quel part ira justement à cette question de sécurité industrielle ? Parce que là, on parle plutôt de développer des nouveaux projets. Bien sûr. Alors, je pense qu'il ne faut pas séparer les postes. La sécurité industrielle permet aussi d'avoir des arguments de vente également. Donc il faut aussi prendre les choses par le côté positif, c'est-à-dire avoir des différenciateurs permettant de montrer que nos opérations sont beaucoup plus fiables, car elles sont beaucoup plus sécurisées. Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait changer rapidement aujourd'hui dans l'industrie pour pouvoir passer ce cap de la cybersécurité industrielle ? Moi, je dirais qu'il y a plusieurs choses qu'il faudrait faire. Je pense que je mettrais une courte tête. Je pense que c'est d'abord une problématique de gouvernance. Aujourd'hui, certains RSSI commencent, et c'est très bien, à avoir des mandats clairs sur la projection de leur expertise sur le monde industriel, mais ce n'est pas le cas malheureusement de tout le monde, et donc bien souvent ce qui freine, c'est ce mandat permettant de faire collaborer ces personnes-là entre elles. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est d'abord un enjeu de culture. De l'autre côté, il y a aussi toute la gestion du legacy. On a l'impression comme ça qu'on va tout révolutionner, mais en réalité, 99% des systèmes vont rester les mêmes, les systèmes en couche basse. Donc forcément, introduire de nouvelles interconnexions, c'est introduire de nouveaux risques. Il faut bien entendu mesurer ces risques-là avant de les introduire. Et il y a un enjeu aussi de scalabilité. Bon, à mon sens, c'est peut-être celui qui va apporter le plus de bouleversements aujourd'hui, parce que si l'on doit considérer l'ensemble des leviers de massification, si on doit les activer, ces leviers de massification, pour pouvoir sécuriser des milliers de sites rapidement et à peu de frais, il faut opérer un changement de culture également au niveau des acteurs et de la disposition qu'ont les acteurs entre eux. C'est un changement de paradigme profond auquel nous pensons contribuer, et je l'espère positivement. Alors moi j'avoue que j'ai découvert ce sujet de la sécurité qui passe de l'IT à l'OT, de la cybersécurité industrielle, donc qui est un nouveau sujet. C'était au FIC, au Forum international sur la cybersécurité, et j'ai appris hier soir qu'il y aura à nouveau cette thématique à l'honneur lors de la prochaine édition au FIC, avec même un village industriel qui sera renforcé, voire triplé. Bon, Emmanuel Macron donc appelle à réindustrialiser la France pour devenir une grande nation industrielle. On est ravis. Prenons donc en main cette question de la cybersécurité si on ne veut pas avoir des problèmes de sûreté. Merci beaucoup. Faiz Djelouli, président cofondateur de Holyséum, et Pierre Vindenov, PDG de DV Group. Merci à vous. Juste après la pause, on continue à parler d'objets connectés. Ceux-là sont vendus dans le commerce et sont parfois un peu trop bavards. Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech que vous regardez sur Bismart dès 11h en direct chaque matin. Alors, dans cette quotidienne dédiée au monde du numérique et de l'innovation, on va faire un focus justement sur une nouveauté dans le monde de l'intelligence artificielle. On va voir comment une IA est capable de créer des images à partir de textes. Mais d'abord, on a rendez-vous avec le sujet de la protection des données personnelles qui est traité régulièrement par Hervé Lejouan dans cette émission. Hervé Lejouan, fondateur de Privoni. Bonjour Hervé.
Hervé. Merci d'être connecté avec nous. Donc aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, après avoir parlé de la sécurité des objets industriels, ça va être la sécurité des objets vendus dans le commerce. C'est un marché gigantesque là pour le coup. Oui, bonjour Delphine. Oui, un marché de plusieurs dizaines de milliards d'objets dans le monde. Et quand on parle de ces objets, bien sûr, on met pas le téléphone mobile ni l'ordinateur, qui ne sont pas considérés comme des objets, mais des choses comme le téléviseur, les enceintes connectées, les caméras, les jouets, les compteurs justement intelligents de type Linky, l'électroménager et autres. Donc c'est ces objets. Et en France, selon une étude publiée par GfK, faite par GfK et publiée par Statista, en fait, le marché de cet Internet des objets grand public, il a enregistré une croissance de plus de 50% l'an dernier. Effectivement, la pandémie a eu ses effets, mais on voit bien qu'effectivement, il y a une croissance de tous ces objets. Alors malheureusement, derrière ça aussi, vous en parliez avant un peu au niveau industriel, mais il y a des problèmes de sécurité. Et selon une étude faite par Bitdefender, seulement 10% des fabricants d'objets connectés, en fait, grand public, relèvent en fait, les failles de sécurité de leurs objets. Donc, ce qui pose quand même un réel problème en termes de sécurité à la fois pour les individus, mais aussi pour les services publics. On va rappeler justement quels sont les principaux risques. Alors, les principaux risques, il y en a plusieurs. Alors, je vais citer quelques-uns. Dans le domaine du médical, par exemple, on voit l'explosion des objets connectés dans ce domaine. Et il y en a un, par exemple, qui est le pacemaker. Eh bien, il y a eu des études, des tests qui ont été faits qui montraient que quelqu'un pouvait prendre le contrôle direct quasiment d'un pacemaker à distance, et donc vous imaginez les conséquences de ça. Dans le monde de l'automobile, vous avez aussi des choses qui ont été faites. On sait bien aujourd'hui que on peut ouvrir une voiture à distance par des systèmes effectivement de reprise de contrôle au niveau des devices, mais aussi il y a eu des études qui ont été faites où là on prenait le contrôle à distance sur certains véhicules d'objets beaucoup plus vite, d'équipements beaucoup plus vitaux comme les freins, la direction ou la vitesse. Et donc on voit bien quelles conséquences ça aussi ça pourrait avoir. Alors j'ai deux autres exemples aussi qui sont peut-être avec moins de conséquences physiques, mais qui sont tout aussi intéressants. C'est qu'en 2018, une petite fille a dit à ses parents que quelqu'un lui parlait au travers du babyphone. Les parents, très étonnés, ont été voir ça et se sont rendus compte que la caméra en fait bougeait toute seule. Et qu'effectivement quelqu'un parlait. Donc un pirate avait pris le contrôle de cette caméra dans la chambre de la petite fille et effectivement à la fois surveillait et en profitait pour lui faire peur à des moments où elle s'endormait. Donc on voit bien un peu les conséquences que ça peut avoir. Et le dernier exemple, c'est un casino de jeu qui s'est fait pirater ses données. Et comment les pirates ont procédé ? C'est en accédant en fait au thermomètre de l'aquarium qui était connecté du casino qu'ils ont pu accéder et voler la base de données de ses clients principaux. Donc on voit bien qu'il y a effectivement, et des exemples comme ça, il y en a des milliers, mais on voit bien à quel point il y a des risques assez importants avec ce monde interconnecté. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, nous, chacun à notre niveau, pour améliorer la protection de ces objets connectés ? Alors le gouvernement a publié effectivement une note sur cybermalveillance.gouv.fr que vous pourrez voir, et en fait il y a un certain nombre de recommandations pour les individus. La première, c'est avant d'acheter un objet, il est bien de se renseigner sur Internet. Vous pouvez avoir des avis, vous pouvez avoir des conseils, donc renseignez-vous avant d'acheter l'objet. La deuxième chose, c'est que dès que vous l'avez acheté, comme d'habitude, il faut créer un compte, il faut se connecter, donc là il va falloir que vous utilisiez, c'est toujours la même histoire, un mot de passe très fort, unique, pour ce compte, parce que c'est un objet important. Et puis derrière, si jamais ils vous ont donné un mot de passe par défaut, ce mot de passe, il faut le changer. Donc la troisième chose, c'est que vous avez un réseau Wi-Fi chez vous. Et même si c'est de plus en plus le cas, il faut absolument vérifier le niveau de sécurité de votre réseau Wi-Fi et qu'il soit en WPA2. Et ça, c'est très important parce qu'effectivement, les WPA avant, il y avait des failles de sécurité et quelqu'un pouvait prendre le contrôle de votre réseau Wi-Fi. Les mises à jour régulières de vos équipements, ça c'est fondamental. S'il y a des mises à jour, justement, dans la plupart du temps, c'est pour régler des problèmes de sécurité. Donc aussi, il y a des paramètres de sécurité généralement attachés aux objets que vous trouvez dans votre compte. Ça, il faut les vérifier, il faut regarder s'ils vous conviennent ou pas, quitte à en mettre des plus importantes. Si vous n'utilisez pas l'objet pendant un certain temps, il faut l'éteindre. Ça ne sert à rien qu'il reste allumé parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer, donc éteignez-le. Et puis limiter l'accès de cet objet avec les interconnexions avec d'autres équipements. Parce qu'effectivement, des fois, vous allez connecter des mobiles, un téléviseur à d'autres objets, et tout ça connecté, ça crée des failles. Donc moins c'est connecté à d'autres objets, mieux c'est. Et puis le dernier point, si à un moment donné, vous n'utilisez plus cet objet, que ce soit un jouet, que ce soit un autre objet,
et bien surtout, allez détruire les données, connectez-vous à votre compte, détruisez les données qui ont été générées par cet objet et réinitialisez l'objet. Eh oui, c'est ça, je pense il faut penser l'objet connecté un peu comme son ordinateur ou son smartphone, donc réinitialiser, supprimer toutes les datas avant de s'en séparer. Merci beaucoup pour ces points très précis. Hervé Lejoin, je rappelle que vous êtes fondateur de Privoni et donc notre chroniqueur sur cette question de la protection des données. À suivre, c'est notre séquence Et demain. Quotidien sur une innovation. Aujourd'hui, c'est Eva Bensadi qui va nous la présenter, cette innovation sous les projecteurs de Smartech. En fait, on va parler d'une IA qui peut créer des images à partir de textes. Exactement, Delphine. Bonjour. D'abord, un nouveau modèle surnommé Dali. Dali pour la contraction du nom de l'artiste surréaliste Salvador Dali et du robot Wall-E que vous connaissez. Une trouvaille qui colle parfaitement à la raison d'être de Dali, car sa mission, vous le disiez Delphine, est simple, générer une image à partir d'un texte. Alors, c'est simple sur le papier, parce qu'en pratique, c'est une tâche extrêmement complexe pour un robot. Est-ce qu'on peut expliquer comment ça marche ? Je vais essayer de vous expliquer comment ça marche. Dali dérive directement de GPT-3. GPT-3 est un modèle de langage développé par la société OpenAI. Vous en parlez souvent sur ce plateau, Delphine. Basé à San Francisco et confondé par Elon Musk, la société est dédiée à la promotion d'une intelligence artificielle à visage humain. Cette nouvelle IA donc s'appuie sur un modèle de transformation linguistique, mais contrairement à GPT-3, initialement créé pour automatiser la rédaction de textes, on l'entraîne lui en lui soumettant des images et des mots-clés associés. Le modèle comporte plus de 12 milliards de paramètres. Il fait partie des langages les plus entraînés de l'histoire. Il s'appuie également sur des centaines de millions d'images et de leur légende. Dali peut ainsi donc combiner tous ces éléments de base qui lui ont été enseignés et à partir de quelques mots-clés, donc, une image peut être générée, Delphine. Est-ce qu'on peut avoir un exemple ? Bien sûr, un exemple, Delphine. Regardez, Dali a par exemple réussi à générer l'image suivante à partir de ce texte. Illustration d'un bébé radis blanc dans un tutu promenant un chien. Le langage, vous le voyez, Delphine, est capable d'imaginer des concepts absurdes ou de concevoir des objets qui n'existent pas. Le bébé radis blanc est une idée certes originale, mais qui permettait de vérifier la capacité de Dali à manipuler et à réorganiser des objets dans des images générées. Et on le voit bien, Delphine, elle produit non pas une, mais un ensemble de propositions qui répondent à la description fournie. Et on voit aussi que les développeurs ont toujours beaucoup d'humour. Tout à fait. Merci beaucoup, Eva Bensadi. Ce qui sera intéressant dessus, ce sont les applications concrètes. On n'est qu'au début de l'histoire. C'était Smartech. Merci à tous de nous avoir suivis à la télé, sur le web et les réseaux sociaux. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.